sommes vendredi 11 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de ce journal, prévu dans le code de la route, le gouvernement a affiché sa volonté de rendre le port du casque obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Dès lors, le marché du casque est devenu bien profitable. On en parlera dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, et depuis que les autorités ont montré leur ferme volonté de rendre le port du casque obligatoire à partir du 1er janvier 2023, son marché est devenu bien profitable. Beaucoup de vendeurs des casques ont injustement décidé d'augmenter les prix. Nafissatou Berté et Pascal Dramé nous en parlent dans ce reportage. C'est une exigence de l'article 27 du Code de la route. Le port du casque doit être obligatoire pour les usagers d'engins à 2 et 3 roues. C'est ainsi récemment que les autorités de la transition ont décidé de prendre le taureau par les cornes en exigeant dès le 1er janvier 2023 l'application stricte de cette disposition du Code de la route. Toute chose qui impose aux Maliens de s'approvisionner des casques avant le délai de rigueur. Par conséquent, le marché du casque est depuis un certain temps dense et profitable pour les vendeurs. Les prix ont injustement augmenté. Il varie entre 7 500 francs et 50 000 francs. Pourtant, auparavant, les casques de 7 500 francs étaient cédés à 4 000 francs ou 5 000. Face à cette augmentation anarchique des prix du casque, le gouvernement est interpellé à bien approvisionner le marché et à veiller au prix à ce qu'il ne grimpe sans raison valable. Les confessions religieuses au Mali sont plus que jamais attentées en ces derniers temps. En l'espace de 2 semaines, les religions musulmanes et chrétiennes sont visées des propos qualifiés blasphématoires de part et d'autre. Une période extrêmement sensible dont il faut craindre, selon Aminata Koumaré dans ce commentaire. Disons-le, les confessions religieuses sont plus que jamais attentées au Mali dans ces dernières semaines avec les risques de déséquilibre social. Pas plus tard que le vendredi dernier, la colère avait amené la communauté musulmane à envahir la rue par milliers de personnes. La cause, les symboles, autrement dire les intouchables de l'islam, avaient été visés par des propos blasphématoires d'un jeune inculture et ignare à la fois. Chose inacceptable pour les musulmans qui ont vivement protesté contre cet acte blasphème. L'opinion croyait que cette vaste mobilisation des musulmans allait être une leçon pour tous, à ne pas tomber dans les débauches, surtout religieuses. Mais il n'en est pas suffi. La communauté chrétienne a reçu une fois de plus les mêmes coups que la communauté musulmane. Mais cette fois-ci, de la part d'un imam. Face à cette attaque, pas comme la communauté musulmane, la communauté chrétienne ne riposte pas à travers une manifestation, du moins par une plainte contre l'intéressé, mais fort heureusement, la bataille n'ira pas loin. Les médiations entreprises aussitôt se sont avérées efficaces. Somme toute, il faut signaler qu'avec la fragilité du contexte malien, desquels actes sont à bannir à tout prix. Restons avec le même sujet. L'islam n'a pas été muet sur la question de comment vivre ensemble sans être partisans de la même religion. Il est clair que les hommes peuvent cohabiter ensemble dans la bonne cohésion même s'ils ne font pas partie de la même doctrine religieuse. Pour plus de précision, suivons cet entretien de Imam Aboubakar Sissi avec Moussa Samake et Pascal Dramé. Premièrement, il faut savoir que l'islam est une religion de paix, est une religion de cohésion sociale, est une religion de vivre ensemble. Quand on regarde la vie du prophète Mohammed alayhi salam, quand il était au à Mecca, et quand il était au Médine aussi, il vivait avec des non-musulmans. Mais il faut savoir comment le prophète Mohammed alayhi salam et ses compagnons ont pu vivre avec les non-musulmans. Donc, dans ce cas, il faut retenir certains principes. Il y a des principes pour vivre ensemble entre les musulmans et les chrétiens et d'autres confessions religieuses. Il y a des principes qu'on doit respecter. Comme je dis, premièrement, que l'islam est une religion de vivre ensemble. Et la vivre ensemble est une chose que l'islam a bien recommandé. Le prophète alayhi salam vivait avec les chrétiens et avec les juifs aussi. Mais il y a des principes qu'on doit respecter. Premièrement, un musulman doit être fier de sa religion. Deuxièmement,
un musulman doit respecter les principes de sa religion, les principes des permis et non permis, halal ou haram. Donc il faut respecter tous ces gens-là. En vivant ensemble, il faut comprendre quelque chose. Premièrement, il faut accepter l'autre. Il faut comprendre que Dieu nous a créés, mais nous ne sommes pas convenus à une seule religion. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs aussi. Il faut savoir que Dieu même a fait ça. C'est Dieu même a fait ça. Donc il faut comprendre ça et il faut accepter. Et deuxièmement, la vivre ensemble entre les musulmans et les non-musulmans ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de ces principes, des principes de sa religion. Non, il ne faut pas se débarrasser. Par exemple, l'islam a dit qu'on doit prier, on doit jeûner, on doit faire le hajj, on doit se sceller entre nous. Et il y a des choses permises entre les musulmans et il y a des choses non permises entre les musulmans et les non-musulmans. Donc il faut savoir ça et accepter l'autre pour mieux vivre ensemble. Déployé au Mali et au Sahel depuis 2014, après 8 ans de présence militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président français Emmanuel Macron a officiellement mis fin ce mercredi à l'opération Barkhane au Sahel. Cela peut-il avoir des impacts sur la sécurité du Sahel? Amadou Touré, président de Songoï Kanda, nous explique. Il est au micro de Aminata Koumaré et de Pascal Dramé. Sécurité, apparemment, on a un peu l'impression que ça s'aggrave. C'est vrai, particulièrement aggravé ces derniers temps. Chose que surtout que les gens sûrement ne comprendront pas, compte tenu aujourd'hui de toutes les dispositions prises par nos autorités, notamment la montée en puissance de nos forces armées. Et cela a été un paradoxe pour beaucoup de populations qui, pour eux, aujourd'hui, ont un peu l'impression d'être laissés, ont un peu l'impression d'être oubliés, ont un peu aussi l'impression d'être aujourd'hui un peu la proie de tous ces, disons, terroristes, je n'appelle pas des djihadistes, des terroristes, qui, dans leur dernier retranchement, compte tenu sur l'ensemble des territoires, aujourd'hui ont été acculés par nos forces armées. Beaucoup sont retrouvés à Gao aujourd'hui pour une manière empêcher aux gens de vivre leur vie tranquille. Effectivement, aujourd'hui, c'est une grande inquiétude au niveau des populations. Ces derniers temps, nous avons assisté d'une manière un peu apparemment accrue à un genre d'insécurité qui aujourd'hui, c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ces derniers temps ont été marqués surtout par des enlèvements, par des tueries, par surtout des gens qui s'attaquent aux simples voyageurs, qui s'attaquent aux paisibles populations, qui aujourd'hui traumatisent les populations, les empêchant toute activité. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale qui nous amène au Sénégal avec la blessure de Sadio Mané, en République démocratique du Congo et en Russie avec la signalisation de l'absence de Vladimir Poutine en vacances au prochain sommet de G20. Au Sénégal, à 1 jour du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, l'incertitude plane sur la présence de l'attaquant sénégalais Sadio Mané dans la compétition. L'international footballeur s'est blessé au péroné droit lors d'un match. La Fédération sénégalaise de football, dans l'attente d'examens complémentaires sur sa blessure, garde espoir que le joueur de Bayern Munich arrive à prendre part à la prestige compétition du football mondial qui débute le 20 de ce mois. Dans son communiqué publié dans l'après-midi, ce mercredi 9 novembre, le FC Bayern de Munich a confirmé qu'il s'est blessé suite au match contre Schalke ce week-end, mais une probabilité de son retour pour Coupe du Monde dans les prochains.
En Ouganda, nouveau cas du virus Ebola en Ouganda déclenché suite à la mort d'un jeune homme de 30 ans qui fut emporté par le virus après l'analyse faite. Après son officialisation par le gouvernement ougandais le 20 septembre, l'octogénaire avait attendu le corps d'un jeune homme par les services médicaux. Donc une possibilité pour démontrer que le virus Ebola fait surface encore sur le territoire ougandais, qui on n'entendait plus parler depuis son annonce en 2019 après son ravage de 53 morts. En Russie, le président Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 à Bali, prévu les 15 et 16 novembre. En tout cas, c'est ce qu'est indiqué dans la presse Yulia Tolskaya, la chef du protocole de l'ambassade de Russie en Indonésie. Je veux confirmer que le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov va diriger la délégation russe au G20. Le programme du président Poutine est encore en cours d'élaboration. Il pourrait participer virtuellement, a précisé. Une autre source proche de l'organisation du sommet a indiqué que la participation du président russe était très improbable et qu'il devrait être remplacé par son ministre des Affaires étrangères. Cette annonce intervient après plusieurs mois d'incertitude sur la participation du président russe au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Maurice en forme longue. La République de Maurice est un État insulaire de l'océan Indien à 868 km à l'est de Madagascar et 172 km à l'est-nord-est de la Réunion. Le pays inclut l'île principale de l'île Maurice, mais aussi l'île Rodriguez à 560 km à l'est de l'île principale. Les îles plus lointaines d'Aguilaga et de Saint-Brandon font partie du territoire national. Les îles Maurice et Rodriguez font partie de l'archipel des Mascareignes avec l'île de la Réunion, un département d'outre-mer français. Dirigé par Prif Veera Singh Rupon depuis 2019, Port-Louis est la capitale de Maurice. Sa superficie totale est de 2040 km². Il a pris son indépendance le 12 mars 1968. Sa population totale est de 1 379 365 habitants avec une densité de 676 habitants par kilomètre carré. Ses langues d'expression officielles sont l'anglais et le français. Sa monnaie est le roupie mauricienne. Indicatif téléphonique plus 230. Sa devise est l'étoile et la clé de l'océan Indien. Son hymne est Mère Patrie. Le drapeau de Maurice, couramment appelé en français les 4 bandes et en anglais The Four Strip, a été adopté le 12 mars 1968 à l'occasion de l'indépendance du pays. Il est constitué de 4 bandes horizontales de même proportion et de 4 couleurs différentes. Ancienne colonie néerlandaise de 1638 à 1710 et française de 1715 à 1810. Maurice est devenu une possession coloniale britannique en 1810 et c'est là jusqu'en 1968, année de son indépendance. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur TASD TV, la télé autrement.